c'est que, est-ce qu'à un moment donné, notre nous va pas refuser ça? Est-ce qu'on va, tu sais, on dit souvent on ne connaît qu'une partie de notre cerveau, mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas se réveiller en se disant, mais arrêtez, est-ce que tu crois qu'il va y avoir un réveil? Il y aura un pourcentage de personnes qui se réveilleront. Après, pour le reste, moi, je ne sais pas. Moi, je me pose des questions quand même sur le fonctionnement des masses, des peuples, la manipulation, vue à la télé, toutes ces choses-là. Bon, alors, je te parle même pas de l'implant, parce qu'en plus, l'implant, parce que Mathieu oublie le facteur onde, c'est-à-dire que l'implant émet des ondes, reçoit des ondes, donc on pourra recevoir des ordres, émettre nous-mêmes des ondes. Et tout ça peut modifier la chimie d'un corps. Bien sûr. Non mais lui c'est le stéréotype du mec qui va être le premier à se faire implanter. Hein. Voilà, donc, c'est pour ça que quand tu me parles d'éveil, alors je sais pas, il faudra surveiller Mathieu, voir Mathieu comment. Non mais lui il s'endort lui. Là, lui il s'éveille pas, lui il s'endort en fait. Tu vois, je peux dire il est dans le moutonnage. Non, en merci, fait, non, mais je réfléchis un minimum, mais c'est juste que bon bah voilà, c'est un minimum. Ouais, un minimum. Ah bah oui. Non mais pas trop. Je peux pas. Ah bah non. Il réfléchit à un minimum. Mais c'est vrai que, mais en même temps, je peux comprendre Mathieu. C'est vrai que là, on le chagrine, mais effectivement, t'as raison. C'est-à-dire que tu dis à des parents, vous pouvez éventuellement savoir à tout moment où est votre enfant si on le kidnappe. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des pays en Amérique du Sud où on te kidnappe ton enfant pour rien du tout. Dès que t'as un peu d'argent, donc on peut savoir où il est. On peut savoir effectivement ton groupe sanguin en cas d'accident, tes antécédents physiques, etc., médicaux. Mais en même temps, c'est toujours comme d'habitude, quoi. La pièce à deux côtés, quoi. Absolument. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est que dans un second temps que la pièce montre son vrai visage. Et là, c'est malheureusement trop tard, parce qu'une fois que tu as un implant, ça devient beaucoup plus délicat de l'enlever en. Je crois il y a aussi des films qui montrent ça. Alors dis-moi, quand on parlait de nouvel ordre mondial et quand on a préparé le dossier, tu voulais qu'on évoque en fait le Disclosure. Parce que le Disclosure Project, c'est quelque chose qui s'est tenu en avril, début mai. Voilà. On avait fait une émission ici. Toi, tu dis qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec ce nouvel ordre mondial. Bah voilà, exactement, Bob. C'est-à-dire que en fin avril, début mai, il y a eu l'audience citoyenne de la divulgation. C'était une grosse assemblée organisée par Stephen Bassett, genre à la manière américaine, si tu veux, genre congrès américain. Il y avait des hommes politiques, des scientifiques, militaires, services secrets, tout ce monde-là. Ils étaient tous là à lever la main droite, dire je le jure, prêter serment pour raconter leur histoire sur les ovnis. Et ça, c'est une réunion qui a coûté quand même $1 million à peu près, avec très grosse couverture médiatique aux USA. Et tout. Donc évidemment, le milieu ufologique s'est enflammé, ouais, génial, c'est super, etc. Mais enfin bon, après on peut se poser des questions, pareil, pourquoi ces gens-là se mettent à parler comme ça en dehors des raisons d'argent? Pour qu'est-ce qu'ils ont été frappés tout d'un coup par la grâce, par l'amour de la vérité, et c'est des gens qui ont fait une carrière dans des officines où on leur apprend toute leur vie à faire de la désinformation et à cacher la vérité, et tout d'un coup ils lâchent tout, tous en bloc. On peut se poser des questions, savoir d'où vient l'argent, etc. Et donc ce que je veux dire, c'est juste de mettre un peu en garde les auditeurs ou les personnes sensibles à toutes ces histoires d'ufologie, c'est se demander si tout ça ne procède pas aussi de la phase 1 qui était dénoncée par Serge Monast, c'est-à-dire de la préparation des esprits à ce choc du Blue Beam, c'est-à-dire le truc Indépendance D où tu as les vaisseaux spatiaux qui arrivent tous au-dessus des villes, etc. C'est vraiment cette réunion qui a eu lieu, même si c'est positif qu'on parle des ovnis, même si je suis sûr que certaines de ces personnes sont complètement honnêtes et sincères, etc. On peut se demander qui tire les ficelles là aussi, et si c'est pas une façon de préparer, si on n'est pas déjà dans la phase 1 du Blue Beam, c'est-à-dire la préparation de la population, à savoir, voyez, on vous l'avait dit, il y avait même des gens gradés, tout ça,
avec Pédigré qui vous avait révélé l'existence des ovnis. Bien Donc sûr. vous pouvez le croire. Vous avez encore une preuve de plus. Ouais, une preuve de plus. Alors tu sais que beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial. On se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime. Et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelque temps maintenant ce nouvel ordre mondial. Et on a quelqu'un qui a été célèbre pour ses frasques dans une certaine chambre d'hôtel, mais qui était un économiste brillant, qui a été le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait, et d'ailleurs l'évoque toujours, au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit, lui, que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying, et que voilà, on commence à parler. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, j'avais eu un montage, je crois, d'une émission de télé, je crois que c'était un zapping, où on voyait tous les gens, tous les hommes politiques, le nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que voilà, c'est que ça vient, ça revient, ça nous est rabâché perpétuellement, Roch. Absolument, c'est toujours, ça procède toujours de la même préparation qui est sur plusieurs phases. Et là, et c'est vrai qu'il y a un discours il y a un double discours, c'est-à-dire qu'il y a le discours et puis les faits. En réalité, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. À qui va profiter le crime? Est-ce que tu disais tout à l'heure que c'était pas forcément les hommes politiques. Est-ce que ce sont les banques, les financiers, là? Parce que à un moment donné, si on fait ça, c'est qu'il faut qu'on récupère de l'argent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bob, ça engagerait quasiment une nouvelle émission. Je t'assure, c'est à qui profite le crime. C'est-à-dire comment ça peut fonctionner, qui tire les ficelles réellement. Effectivement, là, ça nous ramène aux dieux, aux faux dieux, à l'histoire des civilisations. Parce que peut-être que tout ça n'est qu'une boucle, temporelle qui se joue tout le temps. On nous a raconté le déluge, on nous a raconté, etc. Il y a peut-être un moment, un Matrix Reload qui nous attend, c'est-à-dire une remise à jour. Le nouvel ordre mondial, c'est peut-être un départ à zéro où on remet les pendules à l'heure. On repart avec une humanité nouvelle. Et là, ça rejoint après les histoires qu'il y a actuellement dans l'actualité sur la PMA, la gestation par personne interposée, les mères porteuses, etc., qui peuvent découler dans le cadre de plusieurs décennies avec le nouvel ordre mondial. Ça peut aboutir à des matrices artificielles ou avec une humanité qui est créée artificiellement. En 2005 paraît en France un livre scientifique qui fait l'effet d'une bombe. C'est l'UA, l'utérus artificiel, écrit par le docteur Henri Atlan, biologiste et philosophe. Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel. C'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance, en dehors du corps d'une femme. On transgressait quelque chose. C'est-à-dire que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début du début de l'homme, est devenu visible. Voilà. Cela paraît si simple. C'est fait. Superbe, hein. C'est magique, hein. Des chercheurs à différents endroits du monde travaillent pour optimiser la procréation médicalement assistée. À l'autre bout de la chaîne, ils espèrent augmenter toujours plus la survie sans séquelles des grands prématurés. Recherche sur le placenta artificiel. Étude pour un liquide amniotique de synthèse. C'est un peu comme si plusieurs personnes creusaient un tunnel de différents côtés d'une montagne. S'ils arrivaient à se rejoindre au même endroit, la jonction sera faite. L'utérus artificiel existera. Pour moi, être féministe, c'est emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On n'a pas
voilà, on crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignon? On a l'impression que vous êtes estomaqué, abasourdi. Vous allez prendre le peu qui leur reste, hein, parce qu'ils sont tellement, il reste plus rien, mon chéri, je t'assure, ils sont en fin de piste, hein, vous verrez. Nous, on n'est pas du tout dans un combat contre les mecs et dans une haine des mecs. On est un peu, justement, ce que dit aussi Virginie Despentes dans son livre, c'est tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes, voilà, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, je ne comprends pas la nécessité de cette uniformisation. Moi, je pense qu'il y a égalité, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez l'uniformité. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait qu'il donnerait volontiers la supériorité aux femmes si elles arrêtaient de parler d'égalité. Avant les guerres, les hommes et les femmes combinaient eux-mêmes leur patrimoine génétique et s'exposaient à de multiples dangers. Les enfants leur appartenaient comme des objets. Ils ne prenaient pas la liberté comme il est d'usage aujourd'hui. C'est ce qui s'appelait une famille. Nous avons beaucoup progressé depuis lors. Aujourd'hui, nous n'avons pas de crime, pas de maladie, pas de guerre, pas de vieillesse, pas de souffrance. Nous sommes génétiquement programmés pour occuper la place dans la société qui nous a été attribuée. Et tout le monde est heureux. Très bien, c'est du bon travail. Je ne comprends pas. Comment est-ce que les enfants étaient décantés dans l'ancien temps? Les enfants n'étaient pas décantés, ils naissaient. L'homme et la femme pratiquaient le sexe, la femme tombait enceinte, et ensuite elle accouchait. Comme les animaux? Je sais que c'est difficile à croire. C'était une expérience très douloureuse, dangereuse et extrêmement dégradante. Alors ils avaient peur d'avoir des activités sexuelles? Quelquefois, oui. Quand un homme et une femme voulaient avoir des bébés, ils étaient obligés de se marier, et l'activité sexuelle n'était tolérée qu'entre ces deux personnes. Pendant combien de temps? Toute leur vie. Vous voulez dire que c'était des pères et des mères? Il n'est pas nécessaire d'utiliser un langage ordurier. L'ancien système encourageait les comportements négatifs. L'envie, la traîtrise, la propriété. Les enfants étaient élevés dans de très mauvaises conditions et ils n'avaient pas de soma pour atténuer leur douleur. La vie était très différente avant les guerres. Il a fallu que le monde soit unifié par un gouvernement rationnel et scientifiquement éclairé pour que nous puissions entrer dans l'ère du progrès. Aujourd'hui, nous vivons dans le luxe, l'harmonie et la sécurité. Y a-t-il jamais eu une époque plus agréable à vivre? Non. Le monde remercie Soma. Chacun a sa place et un objectif. Ainsi, tout le monde est heureux et vit en harmonie. Les alphas, les bêtas, les gammas et les deltas. Tout le monde appartient à tout le monde. Nous devons respecter les deltas, les gammas et les bêtas. Nous sommes tous utiles et je suis fier d'être un alpha. J'aurais détesté être aussi ennuyeux qu'un delta. Suivre des ordres comme un gamma ou surveiller comme un bêta. Nous sommes tous utiles. Nous devons respecter les deltas, les gammas et les bêtas. Nous sommes tous utiles. Je suis fier d'être un alpha. Chacun a sa place et un objectif précis. Ainsi, tout le monde est heureux et vit en harmonie. Ça va aller, prends un peu plus de soma. Tout le monde appartient à tout le monde. Nous devons respecter les deltas, les gammas, les bêtas. Nous sommes tous utiles, mais je suis fier d'être un alpha. J'aurais détesté être aussi ennuyeux qu'un delta. Suivre les ordres comme un gamma, ou surveiller comme un bêta. Nous sommes tous utiles. Comme Huxley le prévoyait dans Un monde parfait. Et cet auteur-là, c'est pas n'importe qui non plus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était d'une famille de ces gens-là. C'est ça, toujours ça qu'il faut voir, c'est que c'est des gens comme Orwell, qui sont très bien informés sur certains
certaines évolutions de l'humanité, etc. Enfin, ça nous lancerait tellement loin, ce serait assez passionnant de réfléchir à ça, mais là, il faudra alors être encore plus préparé pour vos auditeurs. Alors, pour toi, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser, j'imagine. Il faut se battre contre ça. Je crois que de toute façon, c'est pas tellement de se battre contre ça. Je crois qu'il faut prendre conscience de cette possibilité, voir que cette technologie potentiellement elle existe, que tout est en place pour que ça arrive, qu'on n'est pas à l'abri d'un jour d'une dictature.